Présidente, ministre, collègues, les activités des 3 millions d'indépendants et indépendantes qui sont concernés par ce projet de loi recouvrent des réalités extrêmement diverses. Du chef d'exploitation agricole qui s'est endetté à hauteur de plusieurs millions d'euros, aux petits paysans maraîchers, de l'architecte en libéral à l'ouvrier ou ouvrière du bâtiment en intérim, des artistes intermittents et intermittentes du spectacle qui voient leurs dates s'annuler les unes après les autres, aux livreurs à vélo, sans parler des artisans, des commerçants et commerçantes, des freelances, des start-up et j'en passe. Parmi ces professions, il en est une en particulier, chère au cœur de notre collègue Caroline Fiat, qui a particulièrement travaillé sur ce texte et qui souhaitait souligner cette profession des buralistes, trop souvent oubliés des applaudissements et de nos débats dans la période actuelle, car ils ont été aussi une profession essentielle qui a su maintenir les liens sociaux dans notamment les petites communes. Ils sont restés ouverts, parfois sans toujours tous les moyens de protection, en proposant des produits de première nécessité et surtout des contacts. Et nous tenions à leur adresser tous nos remerciements, comme à l'ensemble de ces travailleurs et travailleuses essentiels qui nous ont aidés et qui continuent à le faire pendant cette crise. Nous soutenons l'objectif affiché du premier article de ce texte concernant la séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel pour les entrepreneurs et entrepreneuses individuelles. L'idée étant qu'en cas de faillite, les banques ne pourront pas récupérer leur dû sur le patrimoine personnel des indépendants et indépendantes. Cependant, l'écriture actuelle du texte laisse présager que cette protection soit, tout comme la promesse de leur indemnisation chômage, un magnifique tonneau percé. En effet, si l'entrepreneur ou l'entrepreneuse individuelle peut renoncer à cette séparation auprès d'un créancier pour un engagement précis, comment se prémunir contre le risque de chantage de la part des banques, par exemple? C'est pourquoi nous proposerons de supprimer cette possibilité de renoncer à la séparation des patrimoines. En dehors de cette mesure, nous regrettons que ce projet de loi ne soit pas plus substantiel, parce qu'il y aurait tant à dire et à faire sur le statut des indépendants. À l'heure où la fonction publique est détricotée, où le Code du travail protège de moins en moins les salariés du privé, le statut d'indépendant et d'indépendante est souvent plébiscité par les néolibéraux, justement parce qu'il est fort peu protecteur. Il y a toute une rhétorique qui accompagne ce glissement vers moins de droits sociaux, où il faudrait valoriser la prise de risque, l'envie d'entreprendre, la flexibilité ou encore la mobilité. Mais rappelons-le, même dans les secteurs d'innovation et de recherche, les meilleurs résultats s'obtiennent quand les travailleurs et les travailleuses n'ont pas peur du lendemain. Alors pourquoi maintenir ainsi des millions d'indépendants et indépendantes dans cette peur? Nous l'avons vu justement durant la crise Covid, sans l'assurance chômage, qui a tourné à plein, des millions de travailleurs et travailleuses salariés auraient brutalement basculé dans la pauvreté. Les indépendants et indépendantes, elles et eux, ont pour beaucoup subi de plein fouet cette crise sanitaire, justement, parce qu'elles et ils disposaient de très peu de droits sociaux, tout en étant trop souvent les oubliés des dispositifs d'aide. L'INSEE estime ainsi que 100 000 indépendants et indépendantes ont perdu leur statut durant l'année 2020. Les prêts garantis par l'État sont difficiles à rembourser pour certains, les loyers ayant continué à s'accumuler. Nos propositions d'amendement apportent donc des réponses aux problèmes concrets qui se posent, comme le report du début du remboursement justement des PGE de 2 ans, plus la création d'une caisse de défaisance prise qui prendrait en charge les dettes insoutenables des PME et des indépendants et permettrait de desserrer les taux financiers. De même, la proposition d'un pôle public bancaire permettrait de financer les comptes des PME à taux zéro. Et plus largement, pour prévenir les faillites, nous proposons la mise en place d'un service public d'accompagnement des PME en difficulté. Aujourd'hui encore, que ce soit dans les domaines de l'événementiel, du sport, de la culture, de l'agriculture ou encore des transports, les indépendants et indépendantes sont les plus durement touchés par la situation. Conséquence logique, justement, de la précarité des statuts. Une étude de l'INSEE de ce mois de janvier montre ainsi que les inégalités sont beaucoup plus marquées entre indépendants qu'entre salariés. Ainsi, 18% d'entre elles et eux sont sous le seuil de pauvreté contre 5% des salariés. Les raisons sont évidentes, une protection sociale à minima, que ce soit en cas de perte d'activité ou de maladie, d'incapacité ou d'invalidité. Ainsi, 45% des indépendants déclarent avoir dû reporter des soins pour motifs financiers. Pour répondre à cela, nous pensons qu'il faut
permettre de faciliter l'accès à l'allocation des travailleurs indépendants. Nous proposons un amendement pour le délai entre deux demandes, pour que le délai entre deux demandes ne soit plus fixé à 5 ans. En résumé, nos propositions visent à ce que les revenus de ces travailleurs et travailleuses s'améliorent, là où nous regrettons encore une fois que le gouvernement ne fait rien contre leur pauvreté. Plus généralement, nous souhaitons que dans l'avenir, ces professions qui ont un rôle fondamental, on l'a dit, dans le tissu social et économique, soient effectivement le fer de lance et soient beaucoup plus protégées socialement.